Dans l'émission spéciale d'aujourd'hui, je vais révéler les secrets de certaines des illusions les plus célèbres et impressionnantes d'Internet. Des classiques intemporels autour de magie moderne. L'illusion des jambes disparues de David Copperfield. Il emprunte d'abord une serviette à un spectateur voulant l'impressionner avec un tour sur la plage. Copperfield accélère les choses en utilisant la même serviette. Il agite la serviette devant lui, faisant d'abord disparaître sa jambe droite, puis la fait réapparaître et fait ensuite la même chose avec sa jambe gauche. Dans un tour impossible lors de sa troisième tentative, il soulève la serviette pour révéler qu'il ne reste que ses tongs. Il plie ensuite la serviette alors qu'il est suspendu en l'air, puis la baisse lentement pour révéler que ses jambes sont réapparues. Enfin, il s'éloigne, laissant tout le monde stupéfait. Puisque ces disparitions sur une seule jambe sont clairement bien trop impossibles à expliquer, je vais simplement les passer et aller directement à la partie où il fait disparaître les deux jambes. La première chose que vous remarquerez, c'est qu'au début les ombres sont légèrement diffuses et l'arrière-plan est net. Ensuite, juste après avoir montré les réactions du spectateur, un voilier apparaît soudainement en arrière-plan. Les ombres sont également apparues et ont légèrement changé d'angle. Cela montre que la seconde partie du tour, où ses jambes réapparaissent, a été refilmée ou faite en plusieurs essais. Probablement parce qu'il a accidentellement révélé un détail important en voulant faire le tour en une seule prise. Ce segment refilmé a aussi révélé des éléments clés sur la réalisation de ce tour. En commençant par cette image juste ici, remarquez le sable fraîchement retourné juste derrière David Copperfield. Sa couleur plus claire et sa texture plus sèche le distinguent de la zone autour. Si vous avancez image par image, vous verrez une tige dépassée de ce même tas de sable. Ensuite, si vous regardez l'ombre de Copperfield, vous remarquerez immédiatement une longue ombre reliée à l'arrière de son corps. Cela révèle la présence d'une sorte de structure de soutien qui est cachée à cause de l'angle de la caméra orientée vers l'avant. À aucun moment la caméra ne bouge pour montrer ce qu'il y a derrière ou autour de lui. À en juger par la direction de l'ombre, il est clair que la partie qui dépasse n'est pas projetée par le corps de Copperfield. En comparant la taille de Copperfield lors de la disparition, elle atteint environ son genou. Vous pouvez même voir quelque chose de noir derrière la serviette. À ce stade, vous avez sûrement compris le secret. Avant de commencer à filmer le tour, ils ont creusé le sable et installé une plateforme dessus qui ressemblait à ceci. Ils ont installé la plateforme et placé Claudia et Copperfield stratégiquement pour la dissimuler. Copperfield a déjà réalisé le tour le plus impossible au monde avec la serviette. Il a soigneusement retiré sa première tongue avec sa jambe gauche, a posé son genou gauche au sol, puis a rapidement enlevé sa tongue droite et a fait de même avec son genou droit, repliant les deux jambes sous lui. Ensuite, en pliant la serviette en l'air, il a accidentellement dévoilé plus son genou droit replié. Une fois qu'il eut terminé, il a soigneusement repositionné ses jambes, remis ses tongs et s'est dirigé droit vers la caméra. Alors que la caméra s'est élevée pour éviter de montrer la structure derrière lui, nous avons en réalité eu un aperçu encore plus clair de la tige à l'arrière-plan. La magie des baguettes de Cyril Takayama dans America's Got Talent. Cyril a commencé la performance en sortant une paire de baguettes de leur étui, convainquant le public qu'elles étaient tout à fait normales. Il les remet dans l'étui et, en utilisant son ombre, les fait lentement glisser vers l'extérieur. Ensuite, il repositionne les baguettes et, en utilisant à nouveau son ombre, les sépare. Il sort ensuite un jeu de cartes et demande à Howie d'en choisir une librement et de la signer. Cette carte est ensuite remise dans le jeu et mélangée. Et alors qu'il fait couler les cartes, il plante ses baguettes directement dans le flot et en retire la carte signée par Howie. Tout en étant complètement les yeux bandés, Cyril passe alors à l'étape suivante en demandant à Howie de placer sa carte signée n'importe où dans l'étalement pour la deuxième fois. Il sort un plateau en bois et demande à Howie de le tenir debout à deux mains. Ensuite, il prend le paquet de cartes étalées dans une main et, avec une baguette, les lance en l'air et en transperce une en plein vol, qui s'avère être la carte signée de Howie après qu'il l'ait retirée. Il a réalisé un total de 3 tours et je vais les passer en revue un par un, en commençant par la manipulation des baguettes avec son ombre. Vous remarquerez tout au long de la performance qu'il y a beaucoup de coupes rapides. Par exemple, vous voyez d'abord une boîte rouge sur la table, puis après une coupe,
les baguettes sont dans leur étui et la boîte sur le côté. Plus tard, une fois que les baguettes sont sorties de l'étui en utilisant son ombre, l'étui est complètement hors du cadre dans le plan suivant. Cela n'implique pas l'usage d'astuces de caméra. Ce que je veux dire, c'est qu'à cause de ces coupes franches, plusieurs moments clés qui expliquent comment il a réalisé l'illusion sont manquants. Je veillerai à aborder ces points au fur et à mesure. Dans le premier tour, même si cela peut sembler être fait avec des fils élastiques invisibles, ce n'est pas le cas ici. Le secret des 2 premières phases du numéro réside dans la table où il a posé les baguettes. Elle paraît ordinaire, mais c'est une table spécialement conçue. Regardez attentivement l'endroit où les baguettes sont posées. Comparé avec le moment où elles se séparent, vous verrez qu'elles sont toutes deux stratégiquement placées au-dessus de la fente. Ce n'est pas une simple coïncidence. Dans cette fente, 2 fins fils métalliques noirs dépassent, assez discrets pour rester cachés du public. Ces fils sont reliés à un simple système d'actionneurs qui leur permet de s'écarter ou de revenir en position entre chaque phase. Le mouvement des fils est prédéfini. Le fil de gauche reste immobile, celui de droite se déplace latéralement. Donc, lorsque les baguettes sont placées au-dessus, le fil de gauche touche la gaine pendant que le fil de droite déplace les baguettes, créant l'illusion que l'ombre de Cyril fait la magie. La même méthode est utilisée pour séparer les baguettes. Les 2 fils sont réinitialisés. Ensuite, en réactivant le mécanisme, ils s'écartent à nouveau. Un fil reste fixe, l'autre s'éloigne, exerçant assez de force pour séparer la paire. Cela peut également être observé dans le clip ralenti, où vous remarquerez que la baguette de droite se déplace légèrement plus vite que celle de gauche. Comme nous le savons, le fil de gauche reste immobile. Au deuxième tour, où il saisit la carte signée, la méthode est visible si vous ralentissez la vidéo. Au moment où il prend la carte signée, l'une des baguettes se cache soudainement derrière un objet noir qui semble sortir de la table, et à partir de là, on peut voir une carte émerger lentement. Mais comment la carte signée est-elle arrivée là exactement ? Eh bien, voici ce qui s'est réellement passé. Une fois que Howie avait choisi et signé sa carte, ce qui était bien sûr un choix libre, elle a été remise dans le paquet. Et juste au moment où elle allait être alignée, vous remarquerez depuis l'angle de face. Cyril, essayant d'effectuer un contrôle de carte en attrapant une brisure avec l'auriculaire, fait quelque chose de subtil avec le paquet, puis il y a une coupe brutale, où le paquet apparaît soudainement parfaitement aligné dans sa main gauche. Pendant cette coupe brutale, il a effectué un pass qui fonctionne comme ceci et a placé la carte signée au bas du paquet. Ensuite, il a palmé la carte et l'a placée sur le panneau noir mobile qui glisse hors d'une fente à l'intérieur de la table, et cette fente est visible juste ici. Après avoir mis le bandeau, bien qu'il semble que ses yeux étaient recouverts, ce n'est pas tout à fait vrai. Il a utilisé la technique du regard par le nez pour repérer la sortie du panneau noir et a retiré la carte avec précision à l'aide des baguettes. Au 3e et dernier tour, il demande à Howie de rendre sa carte, puis après une coupure, Cyril lui demande de tenir le plateau en bois. Pendant cette coupure, comme plus tôt, il a effectué un pass, a palmé la carte et était prêt à la charger. Mais la question est, où exactement ? Parce que dans la séquence ralentie, la baguette n'a jamais vraiment été lancée, la carte n'aurait donc pas pu être déjà empalée sur la baguette qu'il tenait. Et à la place, on peut le voir la glisser dans sa manche gauche tout en mimant le geste de la lancer. Fait étrange, après le lancer, les producteurs zooment soudain sur le plateau. Et c'est là que l'on peut clairement voir qu'il y a quelque chose qui cloche, car le lancer de baguette ne correspond pas vraiment au moment où la carte apparaît. Cela saute aux yeux quand toutes les cartes on the tomb sont sur la table et que soudain la carte et la baguette apparaissent, alors que sa main droite a déjà dépassé la planche. Le secret réside encore dans le plateau en bois qui cache un mécanisme à ressort. Tenant une baguette sous tension, une extrémité est insérée dans la structure à ressort, l'autre maintenue par un levier contrôlé par un servomoteur. Et une fois que le levier est relâché, l'énergie emmagasinée dans le ressort propulse la baguette à travers une fente précise sur le plateau. Vous pouvez le voir ici dans la séquence originale. La baguette préfabriquée n'est en réalité pas du tout en bois. C'est une fine pièce métallique flexible qui a été colorée pour ressembler à une baguette en bois. Cela lui permet de résister à la force du mécanisme à ressort sans se casser. Cette carte dissimulée dans la main lors du jump cut a été soigneusement placée sur la baguette avant qu'il ne tende le plateau à Howie.
C'est pourquoi Howie n'est pas placé directement derrière le panneau, mais légèrement sur le côté pour s'assurer qu'il n'ait pas une vue claire de l'arrière où le chargement a eu lieu. Tour de magie de cigarette de Mario Lopez. Il allume une cigarette de façon décontractée. Alors qu'il agit, elle disparaît. Il la fait ensuite réapparaître. Mais maintenant, le briquet a disparu et s'est retrouvé, d'une manière ou d'une autre, chez le juge. Il emprunte alors de nouveau le briquet au juge et essaie d'allumer la cigarette à nouveau. Mais chaque fois qu'il essaye de le faire, le filtre se retrouve d'une manière ou d'une autre dans la mauvaise direction. Il tente souvent mais échoue toujours. Frustré, il casse la cigarette et met le filtre en bouche, mais il échange aussitôt avec l'autre moitié. Sous l'effet de la frustration, il écrase une moitié de cigarette et tente d'allumer l'autre, le filtre encore attaché. Dès l'allumage, elle explose. Marquant la fin de son incroyable numéro, Mario a réalisé un total de 4 tours. Commençons par le premier, où il a fait disparaître la cigarette puis le briquet. C'est un tour de passe-passe simple avec une cigarette. Vous commencez par coincer la cigarette entre 2 doigts, et en repliant vos doigts, vous la pincez avec votre pouce à angle droit par rapport à votre main. Cette position vous permet de libérer le reste de vos doigts. Ce tour de passe-passe est sensible à l'angle, c'est pourquoi le dos de la main doit rester face au public jusqu'au tout dernier moment. Pour reproduire la cigarette, il suffit d'inverser le mouvement en allant la chercher avec les doigts, en la ressortant et en la coinçant à nouveau entre eux. Pendant que Mario attirait notre attention sur la réapparition de la cigarette sous son coude, il a discrètement dissimulé le briquet dans le col de sa chemise. À ce moment précis, le juge a ensuite montré que le briquet était resté avec lui tout le temps. Ce moment a créé une diversion, car la cigarette que Mario utilisait pour le tour avait été échangée. On le voit ici faire quelque chose de suspect, car la cigarette qu'il tient est conçue pour les 2 dernières phases de son numéro. Ici, vous voyez la cigarette truquée. Rien qu'en la regardant, la seconde phase du numéro prend tout son sens. Mario n'a pas vraiment besoin d'être habile ici, car l'accessoire fait presque tout à sa place. Qu'il cherche à donner l'illusion que la cigarette garde la même orientation ou à montrer un peu de dextérité avec la bouche. En la tournant de 180 degrés avec ses lèvres, l'effet crée l'impression visuelle que le filtre change constamment de position. La partie où il casse la cigarette en deux est explicite. À ce stade, il fait simplement pivoter une moitié de la cigarette avant de la mettre dans sa bouche, tout en tordant les doigts de sa main droite en même temps. Mais qu'en est-il de la cigarette qui explose dans sa bouche ? Eh bien, cette cigarette était truquée, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Une moitié de la cigarette, précisément cette section, contient de la poudre à canon, similaire à celle utilisée dans les pétards de fête. Dès qu'il a allumé la poudre à canon, elle a explosé. Vous pouvez même apercevoir la matière noire de la poudre à canon à l'intérieur juste avant l'explosion. Les tours de carte viraux d'Eden Choi à Britain's Got Talent. Il commence la performance en croquant dans une pomme, la laisse tomber et elle chute au ralenti dans un tronc d'arbre creux. Puis de la fumée sort de sa bouche, suivie par l'apparition soudaine d'une carte. Ensuite, synchronisé avec le rythme de la musique, il fait apparaître des cartes rapidement. Après un drop de la musique, il passe à la phase suivante, où il fait apparaître une balle blanche qui change instantanément en 3 couleurs différentes. Chacune de ces balles se multiplie alors visuellement dans sa main droite, puis il fait apparaître une seule carte à partir de ses mains vides. Il la lâche et elle lévite, puis il l'écrase en plein air, et en un instant, elle se transforme en une baguette blanche qui disparaît aussitôt. Il transforme visuellement une carte du 4 au 9 de carreau, comme un effet spécial numérique. Dès qu'il la lâche, la carte tourne rapidement, change de couleur et disparaît en confetti, terminant l'acte en beauté. Quel est donc le secret de ces tours ? 5 en a réalisé 4 que je vais expliquer un à un. Commençons par le premier. La pomme au ralenti qui tombe dans le coffre. Cette pomme n'était pas là juste pour l'esthétique, elle avait en fait quelque chose à l'intérieur, et on peut apercevoir ce quelque chose juste ici. Quand il approche sa bouche de la pomme, ce qu'il fait en réalité ici, c'est qu'il inhale la fumée d'une cigarette électronique cachée à l'intérieur de la pomme. C'est pour ça qu'il garde sa bouche près de la pomme sans vraiment montrer qu'il en a croqué un morceau. Quant au moment au ralenti, il est assez évident que la pomme est suspendue à un fil invisible. Mais quel système a-t-il utilisé ? L'appareil qu'il a utilisé est un enrouleur de fil invisible.
Ceci ici est la pince qui est attachée à l'intérieur des vêtements du magicien. Le fil invisible est tiré et attaché à la pomme. Le fil passe depuis l'arrière de son bras, entre son pouce et son index. Le moulinet rétracteur a une force de traction limitée, et la fausse pomme est plus lourde qu'une bague, pour laquelle cet appareil est habituellement utilisé. Donc elle tombe lentement, puisqu'elle lutte en quelque sorte contre la tension du moulinet qui essaie de rétracter le fil. Dans le tour suivant, où il commence rapidement à produire des cartes avec les deux mains, c'est en fait une technique de manipulation de cartes appelée production parfaite. Il tient un paquet de cartes fines de manipulation. Ces cartes syntax sont produites une par une, exactement comme vous le voyez ici de son point de vue. Vous remarquerez aussi que ces cartes n'ont pas de dos, car elles sont spécialement conçues pour la manipulation de cartes. Leur dos est couleur chair, ce qui aide à dissimuler la carte dans les mains lors de différentes techniques de manipulation. Après cela, il passe à la vitesse supérieure en changeant rapidement la couleur d'une balle blanche, puis en la multipliant dans sa main. Je vais montrer la vue exposée et la performance côte à côte. Il commence par tenir une balle blanche dans sa main droite, mais dans sa main gauche, il en tient une autre en secret. Une balle truquée, composée d'une coque verte et d'une coque rouge placée sur une balle bleue. Il place la balle blanche juste au-dessus de la truquée, veillant à ce que la coque rouge soit tournée vers le public. Au moment où il laisse tomber la balle blanche, il la saisit avec sa main gauche tout en révélant la coque rouge. Puis il fait pivoter la balle truquée de 180 degrés, révélant le côté vert. Il cache temporairement la balle truquée à nouveau et reproduit la balle blanche, la dissimulant entre ses doigts tout en montrant à nouveau le même côté vert. Il la fait ensuite pivoter à nouveau de 180 degrés, se préparant à la production de plusieurs balles. Cette partie fonctionne en tenant la balle truquée entre le pouce et l'index et en retirant chaque coque une par une. Du point de vue du public, on dirait simplement qu'il produit des balles ordinaires, mais nous pouvons voir que 2 d'entre elles sont des coques de couleurs différentes. À présent, voici le tour le plus attendu, la carte flottante qui se transforme en baguette. Ce tour est conçu de façon ingénieuse. La baguette elle-même est fabriquée avec un côté entièrement blanc et l'autre côté noir. La carte à jouer est fixée sur le côté noir à l'aide de fils noirs cousus à travers la carte avec des boucles aux extrémités opposées. Le dos de la carte est aussi noir pour mieux se fondre. Pour l'illusion, il enlève la tige d'une extrémité et la dissimule entre ses mains. Ainsi ses doigts peuvent d'abord toucher les extrémités de la carte avant la partie flottante. Lorsqu'il lâche, les extrémités de la tige sont toujours en contact avec ses doigts. Il insère soigneusement ses doigts dans les boucles du fil et les écarte pour créer un effet d'écrasement. À ce moment précis, il fait pivoter sa paume droite de 180 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui révèle la moitié blanche de la tige, tout en dissimulant la carte à la vue de tous. Une extrémité de la tige est toujours attachée à un fil élastique invisible. Cela lui permet de faire claquer l'extrémité inférieure à l'intérieur de sa chemise et de la relâcher, laissant le fil élastique faire le reste du travail. Passons au tour suivant. Transformation du 4 de carreau en 9, rotation, changement de couleur et disparition. Cette illusion utilise 2 concepts clés. Le premier est le gimmick Cadabra 2. Cadabra est une carte gimmick spéciale avec des fils invisibles reliés à des points mobiles. Quand le magicien tire sur une languette derrière la carte, les points bougent. Vous verrez que si le 4 de carreau devient 9 de carreau, le chiffre 4 ne devient pas 9. Mais cela n'a pas vraiment d'importance car il se produit devant un public assis loin de la scène et il est peu probable qu'il remarque ce détail. J'ai mentionné Cadabra 2 car cette deuxième version de la carte truquée possède un rabat. Dans le cas d'Eden, ce rabat était fermé avec un adhésif. Le rabat se détache instantanément avec un mouvement brusque du poignet et le mouvement de rotation de la carte aide à le détacher encore plus. Comme le dos de la carte est noir, il peut facilement tordre son poignet et la presser contre sa poitrine pour cacher complètement le truc. Vous pouvez même apercevoir la pince attachée à l'intérieur de son majeur, juste ici, alors qu'il la retire soigneusement à la fin. Pour conclure la performance, Pondreau fait disparaître la statue de la liberté dans l'émission Full US de Penn et Teller. Pondreau a commencé la performance en disant qu'il allait surpasser David Copperfield, pas en faisant disparaître une seule statue, en supprimant 2 statues de la liberté.
en plein milieu d'une piste d'atterrissage dans des conditions impossibles. Il a dit que les statues seraient maintenues en l'air par son ami, et il est venu avec un avocat et un policier. Nous n'avons pas de problème juridique, nous avons aussi un avocat. Personne ne volera ces statues, nous avons aussi un policier. Pondreau a expliqué que les statues étaient gardées sur une plateforme, complètement isolée du sol et entièrement entourée. Pour juger l'acte en direct sur la scène, il a présenté les Penn et Teller espagnols et leur a dit de crier s'ils voyaient quelque chose de suspect pendant la disparition. Il a aussi demandé à l'équipe au sol d'agiter leur bâton de signalisation s'ils voyaient quelque chose d'inhabituel. Il a ensuite laissé tomber un tissu noir autour de la plateforme et l'a fixé à la base. Peu après, il l'a retiré et les 2 statues ainsi que les 3 participants avaient disparu. Enfin, il a invité le stylo espagnol à monter sur la plateforme et à confirmer que tout et tout le monde avait vraiment disparu. Ce tour a trompé Penn et Teller. Penn a évoqué des miroirs, une trappe dans la passerelle ou des participants cachés dans le tissu noir jeté. Toutes ces suppositions étaient fausses, mais elles nous aident en réalité à réduire les possibilités sur la méthode que Ondro a utilisée. Nous pouvons aussi écarter la théorie des cordes invisibles reliées à un hélicoptère, car un hélicoptère en vol stationnaire serait bien trop bruyant. Les vues aériennes montrent aimant l'absence de couverture sur la plateforme et, sous un ciel dégagé, contrairement à l'arrière-plan de l'illusion de vol de Copperfield, des fils auréants étaient visibles. Il ne reste que les détails au sol. Les statues de la liberté n'étaient qu'une diversion. Le tour reposait sur la disparition de 3 participants depuis une plateforme. À ce moment précis, lorsque le rideau noir tombe, on remarque subtilement les participants tourner leurs pieds. Le premier participant et le policier se décalent à droite. « Attendez une minute, pourquoi y a-t-il une fente dans le tissu à l'arrière ? Faites attention à ce qui entoure. Pourquoi y en a-t-il ? 3 avions garés commodément juste derrière la plateforme, alors qu'ils n'ont aucun rôle dans le tour. Le premier a l'air très suspect et ne ressemble même pas aux autres. » Contrairement aux performances habituelles de Foulas, ces 3 membres n'étaient pas des spectateurs choisis au hasard. Comme la performance a été filmée pendant la quarantaine, sans public, les 3 participants étaient clairement des assistants. Et placés directement sous la plateforme, le rectangle rouge joue en fait un rôle crucial, pour comprendre pourquoi. Remarquez qu'au début de la performance, il montre des séquences filmées à la fois par un drone et par une caméra à la main. Mais au moment où la disparition réelle se produit, le caméraman reste immobile et le drone ne fournit plus de vue aérienne. Quand le rideau tombe, les 3 assistants se retournent vite et sortent par une fente arrière, cachée du public. Mais Penn et Teller espagnols, assis loin à l'arrière, n'auraient-ils pas une vue sur eux en train de sauter ? Même les 2 agents au sol de l'aéroport auraient vu la scène. Alors pourquoi personne ne réagissait ? Est-ce que tout cela a été mis en scène et Ondro a triché pour tromper Penn et Teller ? En fait, oui, c'est mis en scène, mais sans tricherie. Le secret, c'est qu'il y a une double réalité ici. Il a exploité la double réalité pour jouer avec nos suppositions sur les membres hispanophones. Et comme il ne comprenait pas l'anglais, il suivait simplement les indices visuels. Les versions espagnoles de Penn et Teller devaient juste s'asseoir et regarder, sans savoir qu'ils devaient signaler ou crier quoi que ce soit, car les consignes étaient en anglais. Les membres de l'équipe au sol imitaient simplement les gestes de Ondro avec leur bâton de signalisation. Certains pensent qu'il est limpant que l'équipage était aveugle, mais cela n'a pas de sens, car ils n'auraient pas pu imiter les gestes de Ondro. Oui, je sais pour la cécité partielle, mais s'ils voient Ondro, ils voient aussi les 3 en fuite. S'ils étaient aveugles et comprenaient tout l'anglais, cela irait à l'encontre du principe de double réalité utilisé ici. Je suis sûr que tu as compris l'idée maintenant. Comme ils ne comprenaient que l'espagnol, nous avons pensé qu'ils saisissaient les instructions comme nous tous. Si leur présence était si importante, leur retour aurait dû l'être aussi. Mais personne ne les a interrogés, personne n'a traduit leur point de vue, alors il ne nous reste qu'une illusion construite entièrement sur nos propres suppositions. Pourquoi ne les a-t-on jamais vus sauter et où ont-ils fui ? C'est ici que le rectangle rouge intervient. Ce rectangle servait de repère pour le saut, mais sans être trop évident. Les assistants devaient sauter un par un de la plateforme le plus loin possible, tandis que le rectangle servait à estimer la distance de saussure. Deuxièmement, il servait aussi de guide pour limiter l'angle de vue de la caméra filmant le moment de l'évasion.
Mais que se passerait-il si l'un d'eux ratait l'atterrissage, ne pouvait éviter la ligne de mire, ou si le caméraman manquait la prise? Que faire? Ce tour n'a même pas été filmé en direct. Ils avaient dans tout le temps du monde pour le filmer plusieurs fois jusqu'à obtenir la meilleure version. Rappelle-toi, cela a été filmé pendant la quarantaine. Même si on dirait qu'ils doivent même sauter une grande distance, ce n'est en fait pas le cas. Pour estimer la taille du rectangle, nous utiliserons la chaussure de Hondro comme référence. La pointure moyenne d'un homme adulte est d'environ 105, soit approximativement 283 cm. Pour les téléspectateurs américains, cela équivaut à 3 hamburgers et demi alignés. Cela signifie que le rectangle mesure environ 3255 cm, soit 33 mètres. De plus, l'arrière de la plateforme est déjà positionné très près du bord du rectangle. Donc tout ce qu'ils ont à faire, c'est de sauter d'environ un demi-mètre, et un saut aussi large ne demande pratiquement aucun effort. La caméra était positionnée pour cacher la vue de face. Ils ont couru en ligne droite et sont montés dans l'avion, utilisant l'aile gauche comme marchepied improvisé. Mais qu'en est-il des ombres? Elles sont devenues étrangement diffuses juste après que le rideau soit tombé. Les images ont-elles été retouchées pour masquer les ombres? Non. La diffusion est due à des nuages ayant temporairement couvert le soleil. Même si la lumière du soleil était restée constante, l'illusion aurait quand même fonctionné. Ils ont délibérément choisi l'heure et la direction de leur fuite. Ainsi, les ombres de l'assistant resteraient un tétro cachées, invisibles sous le bon angle, même si le soleil n'était pas couvert. Et c'est ainsi que Hondro a réussi à réaliser cette illusion. Maintenant, avant que vous ne passiez à la suite, cette partie est pour vous. Si vous avez vu Penn et Teller, Full Us, et vous vous êtes demandé comment ont-ils fait, vous allez adorer ça. J'ai maintenant mis en ligne plus de 70 vidéos réservées aux membres, totalisant plus de 4 heures de contenu qui couvrent de nombreux tours de Full Us, parmi les plus récents et les meilleurs, ainsi que des vidéos spéciales supplémentaires. Pour soutenir la chaîne et voir ces vidéos exclusives, rejoignez le niveau Accès exclusif pour 14,99 $ par mois. Chaque mois, je mets en ligne 3 nouvelles vidéos exclusives, et chacune d'elles contient des connaissances top secrètes que vous ne trouverez nulle part ailleurs. L'illusion dangereuse de la boîte en feu de DMC commence l'illusion en montant un escalier pour entrer dans une boîte, juste assez grande pour qu'il puisse s'y tenir debout. Ensuite, deux panneaux sont posés. Pendant que l'escalier est retiré, il place le second panneau et se cache entièrement à l'intérieur. Une torche est ensuite allumée et la boîte est enflammée. En quelques secondes, la boîte s'embrase violemment. L'un des assistants cagoulés s'avance alors lentement vers la spectatrice, prend une rose, enlève sa cagoule et révèle qu'il était DMC depuis le début. Maintenant, dès que nous avons vu l'escalier, la plupart d'entre nous, qui connaissons le fonctionnement des grandes illusions de scène, l'auraient immédiatement supposé. Il est simplement entré dans l'escalier et s'est échappé de la boîte une fois qu'elle a été emmenée. Mais c'est là que nous rencontrons un petit problème, car cette explication ne correspond pas à ce que DMC a réellement fait. On peut clairement voir que DMC est physiquement présent à l'intérieur de la boîte, et au moment même où il est recouvert, l'escalier est retiré à cet instant précis, donc il n'y a aucun moyen qu'il ait pu s'échapper en utilisant l'escalier. On voit aussi clairement sous et autour de lui grâce au mouvement de la caméra. Même si l'on suppose qu'un doublure était à l'intérieur de la boîte qui a été brûlée, cela n'aurait toujours aucun sens. Parce qu'il ne pourrait nichement tout simplement pas mettre le feu à un doublure, ou à qui que ce soit d'autre d'ailleurs, à l'intérieur de la boîte. Le secret de cette illusion n'a de sens qu'en considérant la subtile coupure de montage ici et en observant les détails sur les panneaux de la boîte. Plus précisément, si l'on compare ce panneau avant et après la coupure de montage, on peut clairement voir dans cette comparaison que le panneau avant la coupure n'avait pas de veinure ou de stries minérales près du côté droit. Deuxièmement, une fois le panneau supérieur fixé, un espace laisse voir une ligne visible. Mais cette ligne n'est plus visible dans la prise juste avant que la boîte ne soit brûlée. Si vous avez suivi, le moment clé où l'escalier est retiré alors que DMC reste visible et que le panneau supérieur est placé, a été filmé en post-production. Cela a été fait pour tromper les téléspectateurs américains qui le regardent en ligne ou à la télévision. Ce que le public en direct a réellement vu, c'est ceci. Ils ont vu DMC monter l'escalier, entrer dans la boîte, placer le panneau du bas, et pendant que le deuxième panneau était placé au-dessus, l'escalier n'a pas été retiré. Dans la performance non montée, à la place que DMC a été vu en train de placer le panneau, se cachant complètement à l'intérieur.
Puis il est entré secrètement dans l'escalier par une trappe qui menait à l'escalier. L'escalier a été retiré par ses 2 assistants seulement après qu'il soit à l'intérieur, ce qui lui a permis de s'échapper. Après cela, la caméra revient à la performance en direct d'origine, où l'attention se porte sur la boîte alors qu'elle est en train d'être incendiée. À partir de ce moment, ce que nous, dans le public, avons vu correspondait réellement à la performance en direct. L'assistant est celui qui brûle la boîte, tandis que DMC entre par la droite caché sous une cape. Il s'approche d'un membre du public, prend une rose de sa part, puis se révèle. Le tour de pelote de laine de Dan White avec Jimmy Fallon. Dan White présente une expérience sur la perception, demandant à Jimmy Fallon et Questlove d'utiliser leur imagination. Il montre une boîte vide, la couvre et y place secrètement des objets à l'intérieur. Dans la première phase, Jimmy doit imaginer sa main grandir en la plongeant dans la boîte. Il touche un objet et pense que c'est une cuillère à café. Jimmy, que crois-tu qu'il y a dans la boîte ? Comme une cuillère à café ? Comme une cuillère à café, d'accord ? Lorsque Dan enlève le couvercle, on découvre qu'il s'agit en réalité d'une grande louche, ce qui implique que la perception de Jimmy a été faussée par la suggestion. Lors de la deuxième phase, Questlove doit imaginer plonger la main dans un gouffre sombre abritant quelque chose de vivant. Il touche l'objet et devine qu'il s'agit d'un crabe en caoutchouc ou d'un canard en plastique. Un crabe ou un jouet en caoutchouc, un canard en plastique. Dan révèle alors qu'il s'agissait en fait simplement d'une pelote de laine. Encore une fois, l'objet ressenti est différent de ce qui était réellement là à cause du cadre imaginatif. Dans la troisième phase, tous sauf Jimmy voient Dan mettre le téléphone de Questlove dans la boîte. Jimmy, les yeux fermés, doit imaginer qu'il a de plus en plus faim. Il touche l'objet et devine que c'est un paquet de cartes enveloppé dans du plastique. Qu'est-ce que tu penses, qu'il y a dans cette boîte ? Comme un paquet de cartes enveloppé dans du plastique, dans une pochette, Dan révèle qu'il s'agit en réalité d'une tablette de chocolat. Puis, dans un retournement inattendu, il ouvre l'emballage, mais le téléphone n'y est pas. Pour le final, Dan leur rappelle la pelote de laine d'avant. Vous vous souvenez tous de cette pelote de laine, juste là ? Questlove la récupère, et Dan commence à tirer sur la laine. En révélant qu'à l'intérieur du centre de la pelote de laine, qui était visible tout le temps, se trouve le véritable téléphone portable de Questlove. Bien que Dan White ait suggéré avoir manipulé Jimmy et Questlove, la réalité de ce tour est tout autre. Les 2 objets que Jimmy et Questlove ont touchés avec leurs mains existaient réellement à l'intérieur de la boîte. En d'autres termes, la boîte contenait bien des objets correspondant à leur description. Pourquoi ne les avons-nous pas vus ? Bien que la boîte ait l'air complètement innocente, le diable se cache dans les détails. Elle est conçue pour paraître ordinaire et simple intentionnellement. Si vous faites bien attention au moment juste avant que Dan demande aux 2 participants de placer leurs mains à l'intérieur, vous remarquerez qu'il fait quelque chose de suspect avec le côté de la boîte. Deuxièmement, lorsque Jimmy et Questlove sont invités à placer leurs mains dans la boîte, ils n'atteignent jamais vraiment le fond. Ils s'arrêtent dans tous les 2 à mi-chemin, mais lorsque la façade est retirée, l'objet est clairement posé à la base. Alors comment ont-ils pu le sentir s'ils ne l'ont jamais touché au départ ? C'est parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Le design astucieux de la boîte intervient ici. Quand le couvercle est opposé et qu'il détourne le regard, Dan agit vraiment. Il met une grande louche à l'intérieur. Mais si vous regardez sa main gauche, son pouce appuie sur un petit espace qui ouvre un rabat caché. Une cuillère à café est fixée au centre du rabat pour que Jimmy la sente sans toucher le fond. C'est pourquoi Jimmy n'a jamais eu besoin d'aller jusqu'au fond de la boîte. Cela explique aussi pourquoi Dan a dit à Jimmy de ne pas prendre l'objet qu'il sentait, car il ne pouvait tout simplement pas le faire. « Je ne veux pas que tu le sortes, ça ne va pas te faire de mal. » Quand ce fut le tour de Questlove, Dan l'a fait. Place une pelote de laine contenant déjà son téléphone enveloppé sur la base de la boîte. Et il a poussé le rabat droit avec son pouce, révélant une créature aux pattes en plastique. Maintenant, comme nous n'avons jamais pu voir ce qu'était réellement l'objet d'après la description de Questlove, nous allons simplement supposer qu'il s'agissait d'un crabe en caoutchouc. À cet instant, il découvre la boîte par l'avant. Lentement, on peut voir sa main droite pincer le côté droit de la boîte et glisser vers le haut. Il s'assure que le rabat se ferme correctement pour ne laisser apparaître aucun espace. Maintenant, attendez une minute. Questlove était-il vraiment complice du tour avec le téléphone ? En réalité, Questlove a été ciblé avant le spectacle sans le savoir. Ce n'est pas la première fois qu'il est ciblé non plus.
J'ai déjà expliqué comment Shin Lim choisit toujours Questlove et lui impose une carte à jouer particulière avant le spectacle. Ainsi, lorsqu'on le demande durant la performance, cela semble être un choix libre. Une chose similaire s'est produite ici. C'est pourquoi vous remarquerez que le téléphone que Questlove a remis à Dan, pour une raison étrange, avait une carte à jouer pliée sous la coque arrière. Cela n'a aucun sens qu'il transporte ça, puisque c'est quelque chose qu'on attendrait d'un magicien, en coulisses. Le téléphone de Questlove a été secrètement remplacé par un faux identique, juste avant qu'il ne rejoigne Jimmy et Dan sur scène. On lui a rendu le téléphone avec des instructions simples, le garder dans sa poche puisque Dan allait l'emprunter plus tard. Le timing était crucial car les caméras allaient en tourner et cela aurait paru étrange qu'il le sorte pour l'inspecter. Croyant avoir son vrai téléphone, il a gardé la réplique intacte et l'a rendue à Dan, alors que l'original était déjà caché. La pelote de laine introduite plus tôt dans la routine. Comme le téléphone est une réplique, Dan va utiliser cette même boîte pour y cacher la réplique. Cela se passe juste ici. La barre de chocolat était cachée sous la coque de la boîte en carton blanc et a été révélée lorsque Dan a retiré la boîte. Après cela, on peut voir son pouce gauche rouvrir le rabat du côté gauche. Le faux téléphone était posé sur le rabat, puis refermé. Il peut désormais le cacher à l'intérieur du côté gauche de la boîte. À ce moment-là, Jimmy peut enfin être vu en train d'atteindre tout au fond de la boîte, ce qu'il n'avait pas fait auparavant. Comparé aux phases précédentes, il touche enfin l'objet et tout est alors terminé. Le couvercle est retiré pour révéler le chocolat, et la pelote de laine contient déjà le téléphone, que Dan déballe ensuite pour révéler le téléphone à l'intérieur et confirmer qu'il s'agit bien de cela. Questlove. Et dans le tour de la poubelle de Teller avec Jimmy Fallon, Penn et Teller commencent leur tour en célébrant leur 50e anniversaire avec une surprise pour Jimmy Fallon, une table de produits dérivés. Jimmy choisit un kit de magie et tend sa vraie carte de crédit à Penn que Teller fait disparaître instantanément. Penn présente alors le tour comme un classique du genre objet dans un endroit impossible et invite Jimmy à vérifier son sac. Mais il n'y a pas de carte, seulement une bouteille d'eau vide. Penn plaisante. Si la bouteille d'eau, qui est une poubelle, est dans le sac, alors la carte de crédit doit être à la poubelle. Ils révèlent alors une grande poubelle verrouillée entourée de chaînes et demandent à Jimmy de fouiller dedans. À l'intérieur, ils découvrent une petite poubelle enchaînée, elle aussi vide. Le schéma se répète. Jimmy ouvre la dernière poubelle pour découvrir un emballage de hamburgers scellés. À l'intérieur, posé sur des restes de hamburgers, se trouve sa carte de crédit. La première chose qui vient souvent à l'esprit avec les tours de cartes, c'est l'utilisation de doublons. Cela rendrait certainement le tour plus facile à réaliser, mais dans ce cas, ce serait aussi inutile. Cette méthode mérite d'être comprise car elle a été réalisée sans doublons, rendant l'exploit de Penn et Teller encore plus impressionnant. Tout d'abord, la disparition de la carte était assez simple. Teller tient des confettis dans la main gauche, effectue une paume de rétention avec la droite, puis les fait discrètement tomber dans sa poche. Mais la vraie question est quand et comment charge-t-il le burger avec la carte de crédit ? La réponse à quand elle est juste. Une fois le couvercle de la poubelle retiré, Teller glisse aussitôt la main dans sa poche droite pour prendre la carte. Vous pouvez le voir tenir la carte de crédit ici alors qu'il atteint derrière le sac en papier. Bien qu'il puisse sembler qu'il mette la main dans le sac, en réalité, il s'en sert simplement comme couverture pour ce qui se trouve derrière. Si vous avancez un peu dans la vidéo, vous verrez que le sac en papier derrière lequel Teller met la main ne contient en réalité qu'une assiette en aluminium, rien d'autre. Il jette ensuite le sac en papier, révélant pour la première fois le dispositif spécial utilisé pour transférer la carte de crédit dans le burger. Bien qu'ils aient essayé de le dissimuler avec une étiquette, il reste tout de même partiellement visible. L'étiquette semble avoir été arrachée et n'a pas vraiment réussi à tout couvrir complètement. Dans ces quelques images, on a environ 60 à 70% de visibilité sur l'appareil utilitaire. On remarque d'emblée deux pointes en forme de fourche à l'extrémité et un fin mécanisme rectangulaire servant de passage pour la carte de crédit. Voici à quoi ressemble l'appareil si on le reconstitue pour mieux le comprendre. Ce passage fermé assure que la carte tombe toujours dans l'objet cible, ici le burger, sans atterrir ailleurs. Ces deux fourchettes font office d'écarteurs et maintiennent l'espace du burger.
La carte peut alors simplement glisser à l'intérieur après le passage. Et lorsque cet appareil est retiré, la carte ne se fait pas retirer en même temps. À la place, le sandwich se referme sur lui-même, coinçant la carte de crédit avec les autres ingrédients. Même si nous comprenons comment fonctionne l'appareil, cela n'explique toujours pas comment il a réussi à passer à travers les couvercles des deux poubelles. Si vous examinez attentivement les deux poubelles, il n'y a aucune fente ni ouverture visible qui permettrait à un appareil de cette épaisseur de passer à travers. Il ne s'agit pas d'un camouflage visuel. Les poubelles ne sont ni peintes en noir ni texturées pour masquer une fente. Elles ressemblent à de simples poubelles en métal, et toute ouverture de ce genre aurait dû être clairement visible. Mais il y a deux petits détails qui révèlent comment Penn et Teller ont réellement accédé au burger à l'intérieur de la troisième poubelle. L'indice principal est dans l'enroulement des chaînes autour de la poubelle. Quand Jimmy les déverrouille, vous verrez que les chaînes sont plutôt lâches et que le couvercle n'est pas bien ajusté. Si vous revenez au moment où Jimmy sort la poubelle pour la première fois, vous verrez que le couvercle est posé de travers. Et le côté qui est relevé est celui le plus proche de Teller. Ce détail se retrouve sur la poubelle intérieure, qui présente une bosse étrange près du bord. Et encore une fois, le couvercle n'est pas correctement posé, il est légèrement soulevé d'un côté. Donc cette légère ouverture a permis à l'appareil de passer en biais à travers les deux poubelles, atteindre le burger et faire glisser la carte dedans. Mais il me reste une chose à éclaircir. Ce burger n'était pas simplement posé là, à l'air libre, dans la troisième poubelle. Il était en fait dans une boîte en carton entourée d'un élastique. Eh bien, rien qu'en examinant la boîte en carton, tu remarqueras deux choses. Premièrement, l'élastique n'est pas enroulé des deux côtés pour la sceller totalement. En fait, il n'est que d'un seul côté, ce qui permet à la carte de glisser par cette section ici. Deuxièmement, lorsque la boîte est ouverte, on peut voir que ce côté de la boîte a ses languettes inférieures déchirées. C'est précisément de ce côté que l'on voit la carte de crédit insérée dans le burger, ce qui montre que l'appareil devait d'abord toucher le burger pour s'y insérer. Ensuite, la boîte en carton a été placée dessus en veillant à ce que ces languettes, soient déchirées et il y avait un élastique autour. Donc, d'une certaine manière, l'élastique aide en fait à s'assurer que le burger reste fermé. Après cela, le premier couvercle de la poubelle a été placé en biais, enroulé avec des chaînes, puis placé à l'intérieur de la deuxième poubelle, qui avait aussi son couvercle placé en biais et enroulé de chaînes. Et enfin, le dispositif dépassait comme ceci, caché à l'intérieur de la grande poubelle principale. Une fois que le burger est chargé avec la carte, Teller retire le dispositif d'un seul geste rapide. Et tout simplement, les deux poubelles se referment grâce à ces mêmes chaînes qui ont permis de les réaligner. Juste assez pour ne pas gâcher le tour. Le célèbre tour du téléphone dans la bouteille de Dynamo. Il demande au public s'ils ont déjà vu son numéro de la première saison où il place un téléphone dans une bouteille. Il dit ensuite que cette fois, dans la saison 2, il va leur montrer comment c'est fait. Il emprunte l'iPhone d'un spectateur et demande à un autre volontaire de vider la boisson de la bouteille pour qu'il puisse l'utiliser. En un instant, il réduit le téléphone emprunté en version miniature. Il le met dans la bouteille en verre vide et retire l'étiquette pour le rendre bien visible. Il annonce à la foule qu'il doit simplement le refaire plus grand, et il le fait. Soudain, l'iPhone de taille normale se retrouve scellé à l'intérieur de la bouteille en verre. Il remet ce souvenir impossible à la spectatrice, et son ami appelle son téléphone pour vérifier. Maintenant, voici la chose. Ce que nous l'avons vu faire dans la saison 2 est complètement différent de la façon dont Dai Naomo réalise réellement le tour en direct ou dans la saison 1. La phase où il transforme le téléphone emprunté en une version miniature, le met dans une bouteille et le fait redevenir plus grand n'existe pas en réalité. Pour expliquer ce que je veux dire, il est important de comprendre tout le contexte du tour, c'est pourquoi je dois d'abord parler du téléphone dans la bouteille. Le tour de la saison 1 que Dynamo a mentionné au début. Dans cette version particulière, Dynamo emprunte la bouteille vide du spectateur, puis lui demande son téléphone. Il saisit le téléphone du volontaire et le lance dans la bouteille en verre. Un passant à proximité appelle alors le téléphone pour confirmer qu'il s'agit bien du téléphone du volontaire à l'intérieur. Le secret derrière cette version du tour devient assez évident si vous faites attention au spectateur apparemment choisi au hasard. Debout très près, juste derrière Dynamo, que nous appellerons spectateur B. Regardez bien ses mains. Au début, vous remarquerez qu'il ne tient rien dans sa main droite. Une fois que Dynamo emprunte la bouteille vide au volontaire, que nous appellerons spectateur A,
vous remarquerez un gros plan soudain et suspect. Après ce changement soudain, le spectateur B tient maintenant une bouteille en verre qui ressemble beaucoup à celle empruntée au spectateur A. Se pourrait-il que ce soit la même? Le spectateur B a-t-il rendu la bouteille empruntée, après l'avoir prise de la main gauche de Dynamo, qu'il tenait de façon suspecte derrière son dos avec une bouteille en verre qui contenait déjà un téléphone portable? Eh bien, c'est exactement ça. Dès que Dynamo a emprunté la bouteille, il a baissé la main et l'a amenée derrière son dos. Le spectateur B, en fait, l'assistant de Dynamo, a fait l'échange. Il a saisi la bouteille empruntée avec sa main droite et a passé à Dynamo la bouteille qui contenait déjà le téléphone portable. C'est pourquoi on retrouve plus tard la même bouteille en verre dans la main du spectateur B, car c'est la même. Le téléphone portable emprunté au spectateur a simplement été jeté à l'intérieur du pan gauche de la veste de Dynamo. En ralentissant la vidéo et en la visionnant image par image, on le voit clairement. L'intérieur de sa veste contient une poche suffisamment grande pour qu'un objet lancé puisse y glisser et rester caché confortablement. Cela signifie que les amis du spectateur A n'auraient pas pu appeler son téléphone, car celui dans la bouteille n'était pas le sien. La seule façon pour qu'il puisse sonner serait que quelqu'un complice du tour passe l'appel. Ici, la double réalité intervient. Les spectateurs autour du spectateur A ne sont pas de simples passants. Ils participent au spectacle, collaborant pour persuader le public et les caméras que c'est bien son téléphone. Si vous remontez quelques secondes avant le début du tour, aucune de ces personnes n'est visible. Lors du tour précédent, où Dynamo a affiché le nom du spectateur A sur sa carte bancaire, ils étaient absents car inutiles. Ce tour de carte bancaire peut se faire seul, mais pour celui de la bouteille, leur présence était indispensable pour prouver que l'appel arrivait bien sur le téléphone du spectateur A. C'est pourquoi le complice sort immédiatement son propre téléphone pour vérifier si celui dans la bouteille est vraiment celui du spectateur A. Mais voici le problème, un tour peut être réalisé en utilisant plusieurs méthodes différentes. J'en parle car la méthode expliquée concerne uniquement la façon dont Dynamo a réalisé ce tour avec ce spectateur précis. Et ce qu'il fait lors de sa performance en direct, c'est une toute autre histoire. En fait, lors de sa performance en direct, aucun complice n'est utilisé. Le téléphone à l'intérieur de la bouteille en verre est bien celui emprunté au volontaire. Lors de son spectacle en direct, Dynamo invite 2 volontaires à le rejoindre sur scène. Il demande au volontaire masculin de lui remettre son iPhone et d'écrire son numéro sur un bloc-notes. Puis, il remet le téléphone et le numéro écrit à la volontaire féminine. Il enlève un tissu pour révéler une caisse de bouteilles, parmi lesquelles on peut faire une sélection libre. L'une des bouteilles est choisie et vidée dans un pichet. Il prend ensuite la bouteille et le téléphone, les jette directement dedans et enlève l'étiquette. Pour prouver qu'il s'agit bien de son téléphone à l'intérieur, il demande au volontaire masculin de confirmer que c'est bien le sien. Ils font un test d'appel pour vérifier, mais l'appel n'aboutit pas. Cela peut sembler suspect, mais un commentateur a affirmé avoir vu un de ces spectacles en direct où le téléphone a réellement sonné. Maintenant, nous n'avons pas forcément besoin de nous fier à ce commentaire. Parce que la méthode que je vais expliquer aboutit réellement à ce que le téléphone emprunté du volontaire se retrouve à l'intérieur de la bouteille. Dynamo se sert du bloc-notes comme couverture pour échanger. En empruntant le téléphone, il cache sa main sous le bloc-notes et échange l'appareil contre un modèle identique. Il l'a tenu tout le temps dans une poche cachée et montre le faux à l'audience après l'échange. C'est aussi pourquoi il serrait autant le bloc-notes quand le volontaire a tenté de le prendre. Il ne pouvait pas risquer que quelqu'un s'en aille avec l'objet le plus précieux sur scène, le bloc-notes, celui que tous sont venus voir. Il glisse ce téléphone de remplacement dans la poche intérieure gauche de sa veste. En fait, on aperçoit cette poche dans un plan rapproché. Mais où est passé le téléphone emprunté et comment s'est-il retrouvé à l'intérieur de la bouteille en verre? C'est là que cela devient technique, raison pour laquelle je ne l'ai pas évoqué avant. Dans la version précédente, toute préparation complexe aurait pu marcher. Ils disposaient de tout leur temps pour préparer une bouteille avec un Nokia X3 en double. Mais prendre un téléphone emprunté et le sceller dans une bouteille en verre à examiner en moins d'1 minute est un défi bien différent. Cela nécessite non seulement l'aide d'un assistant, mais aussi une technique très spécifique. Avant cela, je vais terminer d'expliquer la méthode utilisée pendant le spectacle en direct. Le téléphone initialement emprunté, placé sous le bloc-notes, se trouvait près du fond de la table.
C'est parce qu'un assistant se cachait à l'arrière de la table, prêt à prendre le téléphone et à le préparer pour l'insérer dans une bouteille. Afin de donner un peu de temps à l'assistant pour faire cela, Dynamo plaisante pendant que la bouteille est vidée. Cette bouteille choisie librement est ensuite replacée dans la caisse et la caisse est remise à un assistant qui l'emporte dès qu'elle est retirée. La bouteille que l'on voit maintenant sur la table est en réalité une bouteille préparée qui contient déjà le téléphone portable à l'intérieur. L'étiquette cache habilement le téléphone à la vue. Dynamo prend cette bouteille préparée et glisse le téléphone de substitution dans sa veste. On voit même la bosse quand le téléphone touche la poche intérieure, puis il enlève l'étiquette de la bouteille pour révéler le téléphone emprunté à l'intérieur. Concernant la façon dont le téléphone entre dans la bouteille en verre, certains soupçonnent qu'elle a été coupée puis recollée avec une colle spéciale, mais ce n'est pas possible. Une bouteille coupée et restaurée de cette manière laisse toujours une trace visible. Pourtant ici, le verre est parfaitement lisse tout autour. La base a été prédécoupée. Cela rend la méthode bien plus simple. L'assistant insère le téléphone par la base retirée, applique de la colle autour du bord et la referme hermétiquement. Ainsi, toute légère opacité due à la colle se fondrait avec la base, qui a naturellement cet aspect, donc rien ne semblerait suspect. Après avoir vu 2 versions de ce tour, nous connaissons bien son apparence réelle. Lorsqu'il est réalisé en direct et sans montage, il sera beaucoup plus facile de résoudre ce dernier défi. Remarquez d'abord que Dynamo et les spectateurs ne sont jamais filmés ensemble lors du tour. Dans la saison 1 et lors du spectacle en direct, toutes les personnes impliquées apparaissent ensemble à l'écran quand le téléphone est lancé dans la bouteille. Nous avons ensuite un moment étrange où l'on entend des cris forts en réaction au tour. Pourtant, aucune des femmes dans le cadre ne réagit visiblement d'une manière qui correspond au son. Ensuite, nous arrivons à la partie la plus importante, la version de la saison 2 qui l'a fait grandir en taille. En comparant l'éclairage avant le changement de taille et quand il tient la bouteille au début, vous verrez une différence. Avant, il est à l'extérieur, mais pendant le changement de taille du téléphone, il est clairement en studio. Le cadre est tellement serré qu'on ne voit que sa veste, ses mains et la bouteille, sans aucun environnement autour. Le tour lui-même est simple. Regardez le motif de la bouteille et la position des doigts de sa main gauche. Après avoir secoué, il tourne la bouteille vers lui et vous remarquerez une carte noire tentant de se fondre avec sa chemise. Ici, ce qui se passe réellement, c'est ceci. Le mini-téléphone est placé à l'avant, avec un iPhone blanc caché derrière, séparé par la carte noire. En faisant tourner la bouteille, l'iPhone blanc apparaît, créant l'illusion que le mini-téléphone s'est transformé en téléphone grand format. Ce qui n'a pas de sens et ne correspond pas aux versions qu'il a réalisées en direct, c'est que le téléphone doit être placé à l'intérieur de la bouteille en verre par un assistant et caché avec une étiquette. Comment retirerait-il la carte noire et le mini-téléphone pendant la performance en direct ? C'est aussi tellement sensible à l'angle et l'éclairage est tellement important que ce tour ne fonctionnerait pas en direct, ce qui explique pourquoi nous n'avons vu cette partie filmée séparément. Voici ce qui s'est réellement passé. Ils ont vu leur téléphone emprunté devenir une version miniature. Le téléphone emprunté doit être aussitôt rendu à un assistant pour être placé dans la bouteille en verre. La méthode fonctionne ainsi. Une ventouse en caoutchouc est fixée au téléphone, l'autre extrémité d'un fil élastique noir étant attachée à l'arrière de la veste de Dynamo. Lorsque l'élastique est tendu et que la ventouse s'est fixée, en lâchant prise, le téléphone est instantanément ramené dans la veste. Après la disparition, le téléphone reste suspendu dans le dos de la veste. L'assistant s'approchant par derrière, glisse une main sous la veste, récupère le téléphone et l'emporte pour préparer la bouteille. Le mini-téléphone que Dynamo montre est juste maintenu derrière l'iPhone, coincé par son pouce gauche. On pourrait penser qu'il a discrètement glissé l'iPhone emprunté dans sa manche au ralenti. Les images montrent le téléphone projeté directement dans la veste, quelque chose que seul le fil élastique pourrait accomplir. Immédiatement après la transformation, la caméra passe à la réaction du public. À ce moment, l'assistant prend le téléphone dans la veste. Les caméras font ensuite un zoom avant, évitant toute vue claire du dos de Dynamo. Ensuite, on voit Dynamo mettre le téléphone miniature dans la bouteille en verre emprunté et retirer l'étiquette. Mais juste après ce moment, les images sont complètement coupées.
Dans les images manquantes après qu'il enlève l'étiquette, seule la voix off originale reste, où il dit qu'il va rendre le téléphone à nouveau plus grand. Cette réplique vient de la performance en direct, mais les images montrées ont été filmées plus tard en studio. Cela signifie que le mini-téléphone s'est vraiment transformé en un téléphone de taille normale devant le public, mais pas de la manière dont cela nous a été montré. Voici comment il aurait pu procéder en direct. Il retire le mini-téléphone de la bouteille et tend la bouteille à un spectateur pour qu'il l'inspecte, de sorte que rien ne semble suspect. En tendant la bouteille, il cache discrètement dans sa main un iPhone blanc, identique à celui du spectateur grâce à une paume 10K. Il attire l'attention sur le téléphone miniature et, par une manipulation, crée l'illusion qu'il devient un iPhone de taille réelle. À ce moment, on l'entend dire qu'il va encore l'agrandir. Le mini-téléphone reste caché derrière le substitut après la transformation, puis il le met dans sa poche en réclamant la bouteille. Une fois qu'elle est rendue, il garde le substitut dans sa main. La bouteille est déjà préparée avec le téléphone emprunté, est échangée. Dynamo couvre la bouteille avec sa main pour cacher le téléphone à l'intérieur. Comme l'étiquette est enlevée, il jette le faux téléphone dans sa veste. Et à partir de là, on voit les images où il remet la bouteille au volontaire, qui peut l'examiner et l'appeler pour confirmer. En résumé, sa méthode en saison 2 était similaire à celle de sa performance en direct. Mais le montage a coupé la partie où il a échangé le petit téléphone contre un téléphone normal pour rendre le tour beaucoup plus impossible. Le Sherlock Holmes de la vie réelle dans America's Got Talent, Colin Cloud se présente comme la personne la plus proche d'un véritable Sherlock Holmes. Il fait une démonstration rapide en identifiant une femme du public comme enseignante et l'homme à côté comme policier. Il invite ensuite Tyra Banks sur scène, lui demande de s'asseoir et lui remet un parchemin scellé, en lui disant de le garder précieusement. Il commence avec Howie Mandel, qui lui donne une pièce de monnaie et une lingette antibactérienne. Il demande à Howie de cacher la pièce derrière son dos, puis de la présenter dans une main. Colin lui demande alors de tendre les deux mains et de répondre oui à chaque fois. Pendant que Colin observe ses micro-expressions faciales, il parvient à identifier correctement dans quelle main se trouve la pièce. Il s'adresse ensuite à Mel B et demande au public, à gauche de penser à une couleur, au centre à un animal, à droite à un prénom. Mel B tend les deux mains. Le public crie ses choix de couleurs, blanc et bleu. Colin lui dit que si la pièce est ici, pense blanc, là, pense bleu. Après avoir analysé son expression, il devine correctement qu'elle pense au blanc et identifie la main qui tient la pièce. Il se tourne vers Heidi, le public crie « chat » et « guépard ». Heidi tend les mains. Colin dit « Si la pièce est ici, pense guépard, sinon pense chat. » Après avoir observé ses réactions, il détermine qu'elle pense au chat et choisit à nouveau la bonne main. Enfin, il s'approche de Simon. Le public crie les noms Charlie et Oscar. Alors que Simon s'apprête à tendre les mains. Colin fait une pause et désigne une femme nerveuse derrière lui, révélant qu'elle pense à un souvenir d'enfance impliquant quelqu'un nommé Miller, ce qu'elle confirme. Colin retourne vers Simon et dit « Si la pièce est dans cette main, pense à Charlie. Si elle est dans cette main, pense à Oscar. » Il lit l'expression de Simon et identifie correctement Oscar comme le choix ainsi que la main contenant la pièce. Pour la finale, Colin retourne voir Tyra et lui demande d'ouvrir le parchemin qui dit d'ouvrir le couvercle et de montrer ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, il découvre un chat blanc correspondant à leur choix. La caméra fait un zoom pour montrer le collier du chat où il est écrit « Oscar », correspondant parfaitement au choix du public. Eh bien, heureusement que les juges n'ont pas choisi un guépard bleu nommé Charlie. Ça aurait été une catastrophe. Mais bien sûr, cela n'allait jamais arriver parce que le véritable résultat, un chat blanc nommé Oscar, avait été décidé dès le début. En d'autres termes, tous les choix que les juges semblaient en faire librement étaient en réalité forcés. Cela pourrait vous amener à remettre en question le public plutôt que Colin lui-même, puisque c'est Colin qui a demandé à voix haute au public de penser à n'importe quelle couleur, animal et non, pas lui-même. Mais voilà le problème. Même si le public criait des choix au hasard, c'est Colin qui filtrait ses choix. Quand il demande au public de crier leur choix, Colin énonce immédiatement une option lui-même, comme A Blanc avec Mel B ou Chat avec Heidi.
Puis il ajoute un deuxième choix véritablement aléatoire du public, comme bleu ou guépard. Pour choisir le nom Oscar, c'est ici que vous découvrirez une différence. Cette fois, le premier mot, qui était censé être Oscar, n'a pas été prononcé en premier. À la place, il a choisi le mot Charlie dans le public. Une personne du public, sur qui il se concentre et à qui il demande le nom pensé, choisit Oscar. Et on peut même lire sur ses lèvres qu'il prononce vraiment ce nom. C'est là que le travail astucieux en amont intervient. Colin a approché 3 personnes du public à droite et la femme avec le souvenir d'enfance. Avant le spectacle, Colin a utilisé une stratégie structurée en amont pour extraire des informations de ces 4 membres précis du public avant que la représentation ne commence. Les 2 premiers étaient la femme qu'il a identifiée comme enseignante et l'homme qu'il a reconnu comme policier. Tous 2 ont été ciblés avant le spectacle en utilisant la méthode classique du billet déchiré. C'est là que l'artiste semble déchirer un billet plié pour le détruire. En fait, il regarde brièvement l'information écrite pendant le processus. Vous pouvez voir Oz Perlman utiliser également cette technique lors de sa performance dans America's Got Talent. Avant le spectacle, les 2 membres ont écrit leur profession sur le billet, avec l'excuse que, puisqu'ils ne se connaissaient pas, ils pouvaient le partager secrètement en l'écrivant et en se le montrant mutuellement. Ensuite, les billets pliés ont été rendus à Colin, qui les a immédiatement déchirés et les a rendus aux 2 membres. Et c'est pendant la partie où il déchirait les billets que Colin a réussi à jeter un coup d'œil à l'information dont il avait besoin. La même méthode de coup d'œil a été utilisée pour la femme derrière Simon, révélant son souvenir d'enfance et son nom de famille, Miller. Ces 3 personnes étaient assises près de la scène. Colin savait déjà où elles seraient avant le spectacle. Ainsi, lors de l'interaction, il paraissait choisi au hasard, mais restait en facile d'accès pour une interaction claire. Le 4e sujet, l'homme qui a crié Oscar, a été influencé par une manipulation de carte à jouer, avant le spectacle. On lui a demandé de choisir une carte dans un jeu au nom aléatoire, mais la manipulation l'a amené à prendre celle portant le nom Oscar. On lui a dit de garder ce nom en tête lorsqu'on le lui demanderait pendant le spectacle. Maintenant, toute cette préparation repose sur un seul moment qui pourrait gâcher tout le numéro s'il se trompe. C'est-à-dire que Colin devait savoir dans quelle main la pièce était cachée avec une certitude absolue en quelques secondes. C'était crucial parce qu'immédiatement, après avoir filtré les choix du public et que le juge tendait les 2 mains, il devait immédiatement désigner une main précise et y associer la sélection forcée. Par exemple, avec Mel B, si la pièce est dans la main gauche, pensez blanc, dans la droite, pensez bleu. Vous pourriez penser que la seule compétence digne de Sherlock Holmes qu'il a montrée était de deviner avec 100% de précision dans quelle main se trouvait la pièce. Mais même cela, c'est un tour. Et non, la pièce n'était pas truquée, non, elle était tout à fait ordinaire. La méthode est subtile. Il faut particulièrement observer les doigts recourbés de la main droite. Dans sa main droite, au doigt recourbé, il tient un accessoire truqué. C'est comme un vibreur qui s'active lorsqu'on approche du métal. Le dispositif spécifique utilisé par Colin Cloud s'appelle The Sixth Sense de Hugo Shelley. On voit que c'est le même appareil car il a laissé un avis public sur la page du produit, soulignant son efficacité et sa fiabilité. Il le tient dans sa main et lorsque la pièce s'approche, il vibre. Cette vibration lui indique instantanément dans quelle main se trouve la pièce. C'est ainsi qu'il a pu savoir immédiatement où se trouvait la pièce et associer la bonne sélection de force à cette main précise. Cela lui a permis d'instruire le juge de penser au mot imposé seulement si la pièce était dans cette main, donnant l'impression qu'il lisait dans ses pensées. En d'autres termes, toute l'illusion était conçue pour donner l'impression que le public faisait les choix, alors qu'en réalité c'est lui qui faisait toutes les sélections lui-même. L'illusion de la boîte noire de David Copperfield commence lorsque Copperfield fait le tour d'une boîte noire pendant que ses assistants l'ouvrent, enlèvent le couvercle et montrent qu'elle est complètement vide. Après avoir prouvé qu'elle est vide dehors, la boîte est remontée et le couvercle remis.
Et en même temps, Copperfield prend un tissu rouge et le place sur le côté avant ouvert de la boîte. Une silhouette apparaît alors sous le tissu et s'en va du côté gauche de la scène. Puis, de la même boîte vide, une autre silhouette apparaît, cette fois sous un tissu bleu, et s'en va du côté droit de la scène. Après cela, Copperfield monte dans la boîte, remet le tissu dessus, et une troisième silhouette, cette fois sous le tissu bleu, avance vers le devant de la scène. Copperfield se referme alors à l'intérieur de la boîte. Ensuite, un à un, les deux premiers tissus sont retirés pour révéler deux assistantes, et le troisième révèle que Copperfield s'est téléporté et se tient maintenant devant le public, à l'avant. Ensuite, le couvercle est retiré et l'ensemble est tourné dans tous les sens. Et lorsqu'elle est ouverte, elle révèle trois chiens qui sont apparus comme par magie, sortis de nulle part. Puisque l'illusion repose sur l'apparition d'assistants et d'animaux dans une boîte noire isolée, la première question est « Comment y sont-ils entrés ?» Une conclusion évidente que nous pourrions tirer, c'est qu'ils se cachent tout simplement à l'intérieur. Mais cela ne serait possible que si les seules personnes qui sortaient de la boîte étaient les deux assistantes. Nous connaissons divers accessoires permettant aux assistantes de se dissimuler temporairement dans un faux fond. Même en pensant qu'elles sont dans la boîte, cela n'a pas de sens. Parce que, tout d'abord, si vous regardez du point de vue du public, ils peuvent voir directement sous la boîte, donc la base ne peut pas être élastique. Et quand la boîte est ouverte, il n'y a absolument pas assez de place pour se cacher dans la base, encore moins assez de place pour les trois chiens, ainsi que les deux assistantes. Nous en déduisons que l'élément le plus proche de la boîte est le sol sur lequel elle repose. Il est possible qu'au moment où le rideau recouvre la boîte, les assistantes apparaissent par entallaise par une trappe sur scène qui ne s'ouvre que lorsque le tissu rouge cache la vue du public à l'avant. La deuxième chose qui pourrait appuyer cette observation étant le fait qu'une fois le couvercle de la boîte retiré, il est posé sur le sol. Cela permet potentiellement de cacher cette fameuse trappe à la vue depuis le dessus, ici, lorsque la caméra se déplace autour. Mais encore une fois, cette méthode ne serait possible que pour la première femme qui est apparue sous le tissu rouge. Quant à la femme qui est apparue sous le tissu bleu, on a une vue latérale qui montre clairement ce qu'il y a sous la boîte. Certains pourraient penser que la base cache des miroirs donnant l'illusion d'un espace vide sous la boîte, alors qu'en réalité, il dissimule ce qui se trouve derrière. C'est comme le tour du lapin qui disparaît et réapparaît dans Insaisissable, ou l'illusion de l'homme coupé en deux. Parlons maintenant de ce tour dans Insaisissable. Un miroir placé en diagonale reflète les motifs sur la base de la boîte, donnant l'illusion que la boîte est vide. Maintenant, dans ce cas, notez que le miroir fonctionne seulement s'il y a des motifs. Au minimum, 3 côtés de la boîte, gauche, droite et bas, sont fermés pour renforcer une illusion visible uniquement de face. De même, l'illusion célèbre à la foire d'État du Texas montre Fairbarker avec la moitié du corps disparu. Tout en étant en équilibre sur une tige, il utilise également des miroirs placés en angle. Dans son cas, 2 d'entre eux sont placés perpendiculairement l'un à l'autre, et cette tige est placée juste devant l'endroit où les 2 miroirs se rejoignent. Vous remarquerez que les motifs sur les côtés de la boîte sont utilisés, car les miroirs reflètent ces motifs présents aussi sur les parois opposées à l'intérieur. Vous vous demandez peut-être comment est positionné le reste de son corps. Il est positionné ainsi. Il se tient simplement debout avec le rideau en arrière-plan placé derrière son vrai corps. Ainsi, l'illusion fonctionne vue de face. Les bords inférieurs des 2 miroirs restent visibles ici. Pour Copperfield, ce concept ne marcherait pas. Comme vous le voyez, mettre un miroir en diagonale ou 2 miroirs inclinés ne produirait pas le bon effet. Vous ne pourriez tout simplement pas voir le mur à grille rougeâtre à l'arrière-plan parce que les miroirs finiraient par bloquer le mur. De même, il y a une autre illusion réalisée par Chris Angel, appelée l'illusion de la disparition dans la casse, où il disparaît d'une planche en équilibre au milieu d'une casse. J'ai déjà présenté ce tour, voici comment il fonctionne si vous l'avez manqué. À première vue, on dirait que vous pouvez voir juste sous la plateforme sur laquelle il se tient, ce qui donne l'impression qu'il n'y a aucun endroit où il pourrait se cacher. Mais en réalité, un miroir est utilisé pour créer l'illusion. Ce que nous voyons sous la plateforme est en fait le reflet de ce qui est devant. Chris Angel, accompagné d'une poubelle et d'un assistant habillé comme lui, disparaît derrière le miroir incliné.
Donc en gros, tout le tour essaie de mis en scène avec des complices, uniquement pour tromper la caméra. Mais souvenez-vous, Copperfield ici se produit devant un public. En plus, on a même un plan grand angle qui montre à la fois le public et la boîte. Cela élimine complètement toute possibilité qu'ils apparaissent par en dessous de la scène, ce qui nous amène à soupçonner quelque chose de suspect concernant ce fameux mur à l'arrière-plan. Remarquez que la boîte a été placée près du mur depuis le tout début, bien qu'il y ait assez de place sur scène pour la rapprocher du public. Deuxièmement, lorsque la boîte est complètement ouverte, vous remarquerez qu'elle est placée juste devant un rectangle spécifique sur le mur à motif. Un rectangle parfaitement adapté à la hauteur de la boîte et centré bien que cela paraisse coïncident. Mais si l'on prend en compte le fait que le public est assis pour regarder uniquement de face, il ne voit évidemment pas sous un angle latéral quelque chose qui dépasserait à l'arrière du mur pour se connecter à la boîte. Similaire à l'illusion d'invocation de démons de Sacré Rihanna. En fait, le tour de Sacré Rihanna est inspiré par l'illusion de la boîte noire de David Copperfield. Comme Copperfield, elle fait le tour de la boîte et l'ouvre pour prouver qu'elle est stellin vide. Mais on remarque une charnière à l'arrière qui révèle que l'arrière peut être ouvert et donne accès à ce mur à motif en grille à l'arrière, d'où les zombies rampent bourronant pour entrer dans la boîte. Copperfield déplace la caméra pour montrer l'arrière pendant qu'il fait apparaître ses assistants dans le tissu. Il devrait utiliser une version avancée, qui nécessite un miroir, comme un bloc de miroir creux rétractable. Cela ressemblerait à ceci, sortant directement du mur à l'arrière et se connectant à l'arrière de la boîte. Et si vous faites attention au design de la boîte, vous pouvez le repérer juste ici. Ce volet s'ouvrirait vers l'intérieur, servant de passage clair pour que le tube se connecte à la boîte. Ici, le concept du mur à motif est exploité, car la grille ou le motif du mur se reflète dans le miroir. Cela crée l'illusion que nous pouvons également voir à travers l'arrière, rendant le bloc miroir creux rétractable presque invisible. Ainsi, le public assis aux extrémités de la disposition des sièges sera tout aussi trompé. Après avoir réassemblé la boîte, connectez le tube à l'arrière. Le rabat s'ouvre et la première assistante monte dans le tissu rouge et part du côté gauche de la scène, tout en restant en dessous. Ensuite, la deuxième assistante se glisse sous le tissu bleu lorsque David Copperfield couvre la boîte et elle part du côté droit de la scène tout en restant cachée. Après cela, le sosie de David Copperfield, c'est-à-dire quelqu'un portant des lunettes de soleil pour cacher son visage autant que possible, échange sa place avec Copperfield lorsque le tissu est tiré sur lui. Cela se fait simplement en demandant au sosie, qui est accroupi derrière lui, de se lever, au moment où le tissu est levé. Le sosie place ses mains juste à côté de celles de David Copperfield, tandis que Copperfield lâche prise, s'accroupit et se glisse sous le tissu bleu. Et on peut voir ce changement se produire juste ici. Ensuite, David Copperfield entre dans le tissu bleu pendant que l'assistant referme le couvercle de la boîte. Et pour le final, tandis que chaque assistant et David Copperfield se révèlent, la boîte est remplie avec les 3 chiens. Et elle est déplacée loin du mur du fond, puis tournée complètement, donnant un geste convaincant qu'il n'y a rien de connecté à elle. Et les chiens sont apparemment apparus de nulle part. C'est tout pour aujourd'hui. Notre histoire de secret s'arrête ici, jusqu'à ce que nous nous retrouvions.